Bonjour, bienvenue dans le podcast AWS en français. Aujourd'hui, on parle de transformation d'une activité dans le monde de la supply chain. Je me rends compte que c'est très cryptique ce que je viens de dire. Bonjour, bienvenue, merci d'être là dans le podcast AWS en français tous les vendredis matins. Merci de vous abonner dans vos applications de podcast. On est disponible sur Deezer, Spotify, Google, Apple et tous les autres. Et puis encore une majorité d'entre vous, quand je regarde mes statistiques, qui nous écoutent sur le web. Et je suis assez surpris de voir ça, c'est tellement plus confortable. Vous nous téléchargez, vous nous prenez avec vous en avion, en train, en bateau, en vacances. Vous nous écoutez à la plage, offline, dans les applications de podcast. Aujourd'hui, je suis avec Julien Chidiac, qui est Chief Cloud Officer de FutureMaster, ancien collègue d'AWS d'ailleurs. Julien, merci d'être là, merci de passer un peu de temps pour le podcast AWS en français. Dis-moi, FutureMaster, c'est quoi ? Alors, FutureMaster, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la supply chain qui accompagne les grands groupes industriels dans l'amélioration de leur processus de supply chain, notamment au travers de modules permettant de prédire des demandes, prédire des ventes, organiser la production qu'il y a derrière. Donc voilà, c'est ce qu'on fait. Notre focus, il est sur la supply chain et comment on apporte de la valeur dans ce process à nos clients. Supply chain en français, la chaîne logistique, c'est quoi ? Il faut pas nécessairement les nommer, mais le type de client, le type d'industrie, des gens qui font quoi ? Alors nous, on est très présent dans l'industrie alimentaire, par exemple, et je peux citer quelques clients. On travaille notamment avec Heineken. Au niveau worldwide, mais on travaille aussi avec Total Energy, par exemple, qui est sur une activité complètement différente. Très différente. Mais globalement, c'est des grandes chaînes industrielles présentes en Europe et en Asie. D'accord. Et donc, à les aider à faire du forecast. Forecast sur leurs ventes, prédire le type de promotion qu'ils vont vouloir mener dans les mois à venir dans les magasins, par exemple. Ça peut être ça. Ça peut être prédire la production, le nombre de produits qu'il va falloir fournir pour délivrer les objectifs de vente. Donc, c'est beaucoup de machine learning, beaucoup de... C'est ce que j'allais dire, beaucoup de données. De prédictions, en fait, et beaucoup de calculs. Alors, vous avez décidé de transformer, mais avant de parler de cette transformation, quelles sont les principales contraintes que cette activité met sur un système informatique ? Tu as parlé de données, de machine learning, donc je suppose qu'il y a des contraintes de stockage, de capacité de calcul. C'est quoi tes défis au quotidien ? Avant le monde du cloud? Eh ben, écoute, c'est exactement ça. Des grosses contraintes, effectivement, sur la donnée, et notamment la manière dont la donnée arrive dans nos systèmes, puisque nous, aujourd'hui, on adresse différents clients, et donc il faut qu'on arrive à s'interconnecter avec leur système pour pouvoir récupérer cette donnée et ensuite procéder à des calculs dessus. Et puis ensuite, évidemment, c'est les calculs. On a parfois des calculs extrêmement complexes à réaliser. Tout à l'heure, je parlais de promotion. Une promotion, en fait, ça se modélise dans une base de données au travers de ce qu'on appelle, nous, des nœuds. Et on peut avoir des clients qui vont avoir plusieurs millions de nœuds pour calculer leur promotion, ce qui va générer des calculs extrêmement complexes sur pas mal de données, et donc stresser un petit peu l'infrastructure sous-jacente, notamment tout ce qui est mémoire et CPU. Donc ça, c'est un de nos gros challenges. Et votre solution ne s'installe pas chez le client, c'est pas un CD à télécharger et à installer, c'est un SaaS. Donc vous devez maintenir tout cela, une infrastructure en ligne disponible 24/24 et ingérer les flux clients qui viennent tout au long de la journée. Alors, je vais apporter une petite précision. Donc, FutureMaster, c'est une solution qui existe depuis plus de 20 ans, qui initialement, comme à peu près toute l'édition de logiciels, s'installait sur les serveurs de nos clients. Donc, nous, on était uniquement éditeur de logiciels et on fournissait un logiciel à installer sur une infrastructure. On a entamé la transformation SaaS en 2017. Au travers de différentes offres, et donc aujourd'hui la stratégie de FutureMaster, et d'ailleurs ce que nous demandent le plus nos clients, c'est cette offre SaaS. C'est plus l'installation de notre logiciel on-prem, mais néanmoins on a toujours quand même des clients qui installent FutureMaster chez eux. Et c'est très standardisé la partie SaaS. Je pense à l'ingestion des données, c'est vraiment du projet un par un avec vos gros clients qui ont des exigences très spécifiques, ou c'est super standardisé et vous offrez une API et puis ils n'ont que à s'intégrer avec votre API? Alors aujourd'hui on offre quand même des méthodologies standards pour pouvoir
ingérer cette donnée. Maintenant, il arrive que certains contextes très spécifiques ne puissent pas rentrer dans ce cadre-là, et donc on va essayer de s'adapter un maximum pour pouvoir créer ces pipelines d'ingestion de données pour nos clients. L'idée étant que ce qu'on va toujours garder comme principe, c'est d'avoir quelque chose le plus simple possible et permettant du coup le moins d'opérations ensuite derrière manuel dessus. Alors dans le teaser, je disais on transforme un métier, on transforme une activité. Transformation, ça veut dire qu'il y avait un point de départ et une arrivée. Vous venez d'où et vous allez où ? C'est une très très bonne question. Écoute, Future Master, déjà l'activité source, l'activité mère de Future Master, c'est l'édition de logiciels. Il y a eu cette transformation vers du SaaS qui a démarré en 2017, et là Future Master a découvert un nouveau métier qui est en fait aussi fournisseur de services d'infrastructure, de services opérationnels, de production, etc. Et donc cette première transformation, je pense que ça a été une des transformations majeures de l'activité de Future Master. Et là aujourd'hui, la transformation que l'on souhaite amorcer, qu'on a déjà commencé à amorcer en fait, c'est comment on change cet operating model d'un modèle qui est aujourd'hui essentiellement manuel vers un modèle qui se tourne plus sur de l'automatisation et du self-service. Donc l'idée, ce serait, pour donner quelques exemples, de pouvoir faire provisionner des environnements Future Master, donc créer des environnements Future Master sur notre offre SaaS. Aujourd'hui, nos environnements sont dédiés, ils sont pas mutualisés. Donc chaque client a un single tenant, chaque client a son stack, à sa propre stack. Et donc fournir un service qui permettrait à nos consultants ou à nos clients de créer eux-mêmes cette stack sans avoir à passer par l'équipe cloud de Future Master, c'est un exemple des objectifs qu'on s'est fixés. Et donc notre modèle, ça va être de donner de plus en plus de pouvoir et de possibilités à nos clients. Pourquoi vous avez fait le choix du cloud AWS pour cette transformation ? Et justement, en fait, alors il y a deux choix. Déjà, il y a le choix de passer par un hyperscaler qui fournit du cloud au travers d'API. Donc moi souvent, et tu sais, même quand j'étais solution architecte avant, on a toujours utilisé le mot cloud, je pense, pour définir beaucoup de choses, mais de plus en plus ces derniers temps, ça s'est beaucoup précisé, cette définition. Et il y a une partie très importante de cette définition que j'aime bien rappeler à chacun, c'est l'accès à de la ressource au travers de technologies Internet, et pas au travers d'un processus manuel, par exemple de procurement ou d'installation, d'achat de matériel, et puis de livraison physique. Exactement. Et donc, pour nous, adopter le cloud, c'est la première étape, nous permettant de construire ensuite des services au-dessus de ce cloud, pour pouvoir les mettre aussi à disposition de nos clients. Sans ça, ce serait impossible, puisque sans API de la part de notre cloud provider, on ne pourrait pas nous-mêmes construire des API permettant de déployer Future Master. Ensuite, il y a eu le choix d'AWS spécifiquement, que l'on a fait parce que AWS offre un service qui... je sais peut-être pas forcément celui dont on parle le plus ou qui est le plus sexy quand on parle de tech, mais la capacité d'avoir des bases de données Oracle managées sur RDS a été un grand facteur pour nous de décision sur AWS, et aussi la présence d'AWS en Chine et de ce service en Chine, puisque Future Master s'est développé depuis 2017 fortement en Asie et notamment en Chine. C'est intéressant ce que tu dis là, parce que on peut rigoler entre gens techniques parfois, faire des petites private jokes sur des bases de données relationnelles et spécialement sur Oracle, mais ça reste un élément au cœur du métier de plein de sociétés aujourd'hui. Et donc le fait que la base de données soit managée, que vous n'ayez pas à approvisionner des serveurs, à installer, à patcher, c'est un vrai avantage. Et le fait de l'avoir, beaucoup de nos clients utilisent Postgres, MariaDB ou MySQL pour ça. Le fait d'avoir Oracle, pour vous, c'était un des facteurs différenciants, tu as dit. Et le deuxième, que ça soit disponible en Chine, où je suppose vous avez une grosse activité et pas mal de clients également. Ouais, tout à fait. C'est exactement ça. Aujourd'hui, Oracle sur RDS nous permet d'économiser un temps non négligeable en opération, puisque pour fournir une base de données
pour une instance future master, il suffit soit de le faire de manière programmatique, soit de le faire en quelques clics. On a automatisé aussi la configuration initiale de cette base de données, ce qui nous permet d'aller vraiment beaucoup plus vite dans notre process de mise à disposition d'environnement qui doit toujours continuer à s'améliorer et aller plus vite, mais néanmoins ça a déjà été une très grande étape pour nous. Donc on n'a pas besoin, comme tu le disais, de faire provisionner un serveur physique, d'aller installer les binaires d'Oracle dessus, de faire tout ce process d'installation, puis ensuite de gérer toutes les opérations et les mises à jour de cette base. Aujourd'hui, on l'utilise comme un service et nous, on se concentre sur les schémas et sur les données qui sont présentes sur cette base de données. Est-ce qu'il y a la partie qui a de la valeur pour votre métier? On peut faire une petite parenthèse sur la Chine. Ça veut dire quoi déployer sur AWS Chine? C'est pas des régions exactement comme les autres, il faut des comptes séparés, mais tu connais certainement ça mieux que moi puisque tu l'as fait, moi j'ai jamais fait. Ça implique quoi de déployer de l'infra sur AWS en Chine? Alors aujourd'hui pour nous ça a impliqué tout de même d'avoir une équipe locale. Puisque les process pour accéder à AWS en Chine sont très spécifiques. Aujourd'hui, lorsqu'on lance la console AWS globale, la Chine n'apparaît pas dans cette console et il faut passer par un processus séparé. En fait, c'est presque un cloud différent. C'est pareil. Et donc, on a ouvert un bureau en Chine avec notamment des équipes techniques qui gèrent le cloud AWS là-bas. Après, l'avantage, c'est que on parle toujours quand même de la même stack technologique, et donc toutes les améliorations qui peuvent être apportées à notre offre SaaS en Chine comme en Europe peuvent être partagées. Et je peux partager. Il y a un élément là-dessus, typiquement en Europe et enfin on va dire hors Chine, on vient de commencer à mener une migration massive vers des disques GP3 qui vont nous permettre d'économiser beaucoup sur nos coûts de stockage sur AWS. Ce qu'on a développé ici est toujours valide là-bas, puisque les API sont les mêmes, et ça c'est un gros avantage. Donc ce sont les mêmes scripts, les mêmes CDK ou CloudFormation, ou enfin je sais pas la technologie que vous utilisez, mais c'est la même chose. Il faut juste le copier d'une façon ou d'une autre en Chine et que les gens en Chine le réexécutent sur les comptes AWS chinois. Quand tu dis que c'est complètement séparé, c'est même au niveau IAM, un rôle oui, ou quoi? Tout à fait, ouais. C'est vraiment isolé, c'est une partition complètement séparée, donc c'est un autre cloud et qui communique que par Internet si vous avez besoin de communiquer. Tout à fait, c'est exactement ça. D'accord. Refermement de la parenthèse. Voilà, j'ai toujours été curieux. J'ai jamais eu personne à qui le demander parce que je connais personne autour de moi qui l'a fait. Donc ça permet de creuser un peu. Quand on a préparé l'enregistrement du podcast ensemble, tu as utilisé un terme que j'aime bien, c'est lift and upshift. Il y a beaucoup de nos clients qui font des migrations en faisant du lift and shift, c'est-à-dire c'est du transpalette. On prend nos VM VMware telles qu'elles sont, y compris la base de données qui tourne dans VMware. Et on fait tourner tout ça sur VMware Cloud, sur de l'EC2. Upshift, c'est un peu différent. Vous en profitez pour faire des transformations en même temps. Ça s'est passé comment, votre migration? Oui, alors en fait, alors effectivement, c'est une blague aujourd'hui que j'utilise un petit peu en interne. Donc, comme tu l'as dit, hein, les process de migration classiques, on va avoir du lift and shift, du replatforming, du re-architecturing. En fait, je pense que lorsqu'on a débloqué l'accès à AWS, les équipes étaient tellement contentes de pouvoir enfin provisionner les ressources en fait nécessaires à ce que la performance client soit au rendez-vous. Puisque si on compare ça avec une autre offre en fait où c'est des serveurs physiques mutualisés, c'est beaucoup plus compliqué d'avoir exactement ce que l'on souhaite, puisqu'on a un capacity planning figé à gérer. Et donc là, c'est open, et donc les équipes se sont lancées et on fait du lift and upshift. Ça veut dire qu'ils ont agrandi en fait toutes les tailles d'instances pour chaque environnement. Alors, ce qui d'un côté est très bon, permet de profiter d'une meilleure performance, mais va aussi rajoute en tout cas un gros challenge pour nous, qui est d'optimiser un maximum nos coûts et nos méthodes sur AWS. Donc tout à l'heure je parlais de GP3, mais on a identifié tout un tas de pistes qui nous permettent de réduire le coût de ce lift and upshift afin de garder les performances mais de revenir à des niveaux de coûts raisonnables.
Oui, parce que le premier mois après la migration, la surprise peut être assez désagréable côté facture. Si à chaque fois vous prenez des machines plus grosses que prévu ou plus grosses que nécessaire, et donc comment vous adressez ça systématiquement, monitorer la capacité et faire du right sizing derrière? Alors il y a eu un énorme chantier qu'on a mené là-dessus. Déjà la première surprise, je dirais, quand on migre vers le cloud, elle se passe côté finance. Donc un DAF ou une personne qui fait de la finance dans une entreprise, il était habitué par l'IT à avoir un package qui ne bouge jamais pendant 5 ans, sur lequel ensuite on essaie de voir à quel point on l'utilise pour voir si on l'amortit correctement. Là, avec AWS ou avec le cloud en général, ça se transforme complètement. C'est-à-dire que comme on va payer par rapport à ce qu'on consomme, les modèles de facturation sont plus complexes, ils sont différents, et donc il y a toute une transformation culturelle à amener aussi dans cette partie de l'entreprise qui gère les coûts et la comptabilité. La finance. Exactement. Et donc il y a eu un énorme chantier qu'on a fait, parce que pour eux, c'est pas forcément évident de comprendre ce que c'est qu'un savings plan. Parce que c'est pas lié à des serveurs, donc un savings plan, c'est je m'engage à payer une certaine somme sur un service AWS et en retour j'ai un discount. Pour eux, la difficulté, c'est de comprendre je m'engage à quoi en fait. Je m'engage sur quoi? Sur quelle base? Est-ce que c'est des CPU derrière? Est-ce que c'est de la RAM? Alors qu'en fait non, c'est un engagement qui est financier. Voilà, et donc là on pensait que ça serait peut-être plus simple pour eux de le comprendre. Finalement, c'était plus compliqué. Parce que c'est pas matériel, on peut pas le toucher. Enfin, c'est ça. Qu'est-ce que j'achète? C'est ça, exactement. Et donc on a eu un très gros chantier à faire là-dessus pour déjà comprendre ces factures et voir où est-ce qu'on peut agir. Maintenant, l'avantage avec ce modèle de facturation, c'est que il y a plus de coûts masqués entre guillemets. Et donc l'électricité, le personnel, les buildings, et même pour un fournisseur de services multi-clients comme nous, c'est beaucoup plus simple si on a une politique de tagging ou de gestion des comptes qui est appropriée, de découvrir combien nous coûte finalement véritablement un client, là où sur une ancienne infrastructure mutualisée, c'est bien plus complexe, puisqu'en fait on va juste faire un calcul en disant mon infrastructure me coûte tant, j'ai tant de clients, je vais diviser ça par mon nombre de clients et j'aurai à peu près... donc ça ne... C'est intéressant ce que tu dis, ça veut dire que le métier, accompagné de la finance, en a profité pour revisiter le mode de pricing vis-à-vis des clients. Exactement. Et en fait, c'est là qu'on se rend compte qu'une migration vers le cloud, c'est pas une migration technique uniquement. C'est une migration qui vient transformer le business model de l'entreprise, qui vient transformer la manière dont on gère les finances, qui vient transformer la culture, puisque grâce au cloud, on est capable, ce que je disais tout à l'heure, de donner plus de pouvoir aux gens et de leur permettre d'avancer plus vite dans leur travail. Et donc, c'est une transformation globale de l'entreprise en réalité. D'où le résumé en une phrase qu'on a fait au début, transformation d'une activité, transformation des gens, de la culture, de la finance également, du business model, et finalement l'IT est secondaire, ou c'est peut-être la partie facile dans ce genre de migration. Une fois que vous êtes dans le cloud, ça vous a libéré des nouveaux use cases, ou en tout cas apporté des nouvelles possibilités qui étaient peut-être plus difficiles à faire avant. Tiens, autre petite parenthèse, avant c'était quoi? C'était du on-prem, c'était du virtual private server chez un hébergeur. Donc on est initialement on était hébergé chez un provider privé qui, moi ce que j'appelle c'est de l'infra on-prem managé, on va dire. C'est-à-dire que c'est eux qui se chargent de toute la partie qui nous ennuyait, qui est l'achat. De mettre des serveurs dans des racks. Exactement. Mais avec une couche du coup VMware dessus ensuite, et gérer cette couche VMware, et nous on se concentre sur les machines virtuelles. Bon, c'est un modèle qui... Mais c'est pas du cloud. Si vous avez besoin d'une nouvelle machine, il faut les appeler, il faut le temps de l'approvisionner, ça peut prendre plusieurs jours, etc. C'est ça. Il n'y a pas cet aspect dynamique et scalabilité. C'est ça, tout à fait. Exactement. Et donc vous êtes dans le cloud, tu parlais tout à l'heure d'une des fonctionnalités que vous offrez à vos clients, qui est le forecasting, donc les prévisions. C'est une fonctionnalité que vous avez révisitée dans le cloud également, je crois. Oui, tout à fait. Donc
Ouais, comme je te le disais, le Future Master, ça va être beaucoup de prévisions, beaucoup de calculs sur des données. Et on a une fonctionnalité qui sert à faire de la prévision sur de la donnée de masse. Cette fonctionnalité, historiquement, elle marche dans le logiciel Future Master qui est installé sur un serveur. Et donc, lorsqu'un client lançait initialement ce mass forecast, ça pouvait lui prendre plusieurs heures avant d'obtenir le résultat en fonction de la taille du serveur sur lequel est hébergé Future Master, du nombre de ressources non allouées à l'instant où on lance le calcul, etc. Et donc, en ayant accès à AWS, nos équipes de développement ont pu revoir aussi leur modèle de développement et ont commencé à travailler sur des features, des fonctionnalités Future Master basées sur du serverless AWS. Et donc dans ce cas très spécifique, on a revisité complètement le modèle en utilisant des services très simples, Amazon SQS, AWS Lambda, et ça nous a permis de faire les mêmes calculs mais en 9 minutes. Ce qui est un... Wow. Ouais. Donc vient de 3-4 heures à 9 minutes. Oui, c'est ça. À cause de quoi? À cause de la parallélisation des C'est lambda? exactement ça. C'est grâce à la capacité de paralléliser en fait les calculs et d'avoir en fait accès à un service qui gère lui-même le Kappa provisioning pour ce type de calcul. Et juste pour être très clair pour ceux qui nous écoutent, vous avez dû changer l'algorithme. C'est pas juste mettre le code existant dans des lambda et hop, on gagne 4 heures de temps calcul. Vous avez dû repenser l'algorithme pour voir, enfin, pour qu'il puisse travailler en parallèle. C'est l'architecture logicielle qui a dû être revue, effectivement. Puisque on parle d'une fonctionnalité qui initialement est dans le code source de l'application à une fonctionnalité qui aujourd'hui est déportée sur le cloud AWS, accessible depuis un endpoint, et donc l'application doit appeler ce endpoint pour pouvoir lancer son calcul. Et après, effectivement, le calcul a dû être redéveloppé. Alors nous, on l'a fait sur des conteneurs. Donc on est capable d'abord de tester ces conteneurs, d'entraîner les modèles et ensuite de les déployer sur Lambda. Ça, c'est intéressant. Lambda fait l'inférence, donc Lambda charge le modèle et fait l'inférence, ou Lambda sert à l'entraînement des modèles? Non, Lambda fait l'inférence. Et aujourd'hui, l'entraînement, on le fait avec Fargate. D'accord. Et les modèles sont sur S3, je suppose, quand la fonction démarre, elle charge son modèle une fois pour toutes, et puis tant qu'elle est là, elle a son modèle. C'est dans des conteneurs. Et donc, du coup, les conteneurs seront stockés sur un repository ECR. Et ensuite, les jobs arrivent dans une queue SQS, dans une queue SQS, et sont traités par les lambda. D'accord, oui. Et donc c'est Fargate que vous utilisez, je suppose, en serverless pour exécuter vos containers. Non, on utilise Lambda. Alors, j'ai pas compris. On utilise les conteneurs sur Lambda. Ah, pour déployer. Oui, donc vous utilisez, donc c'est le container qui est déployé sur la fonction Lambda. C'est ça. C'est l'unité de déploiement, c'est le container. D'accord. Non, j'ai cité Fargate parce que je l'avais dans mes notes de préparation du podcast. T'as dû citer Fargate à un moment. En fait, Fargate, il arrive en amont. C'est-à-dire qu'on utilise Fargate pour toute la partie entraînement, et puis ensuite on déploie, une fois que le modèle et le conteneur est prêt, il est prêt à être déployé sur Lambda. D'accord. Je vois la chaîne maintenant. Petit rattrapage, Fargate, c'est un système qui permet de déployer des containers sur AWS sans avoir à gérer de serveur EC2. Donc c'est du serverless pour les containers. Et quel que soit l'orchestrateur, que ce soit l'orchestrateur Amazon qui s'appelle ECS ou l'orchestrateur que vous connaissez bien qui s'appelle Kubernetes avec EKS. Bien. On a parlé d'Oracle, on a parlé de forecasting et d'optimisation de temps calcul grâce au serverless et les nouvelles possibilités offertes par le cloud. On a parlé de lift et upshift, on a parlé de contrôle des coûts. Ah oui, un dernier point peut-être. Vous déployez sur plein de régions parce que vous avez des clients partout dans le monde, et c'est pas toujours facile de gérer l'ensemble des ressources AWS sur plusieurs régions. Donc comment vous faites? Quels sont vos challenges? Qu'est-ce qui manque? Et je suis certain que tu as plein d'idées là-dessus pour vous faciliter la vie. Ouais, alors en fait, effectivement, nos clients étant des
grands groupes industriels. Tout à l'heure, j'ai cité par exemple Heineken. Heineken, c'est des activités partout dans le monde. L'un des gros avantages qu'on a eu en basculant sur AWS, c'est de pouvoir s'appuyer sur l'infrastructure d'AWS pour proposer notre service au plus proche de nos clients. Et donc aujourd'hui, sur les 21 régions, je crois, on en utilise 9. Donc on en utilise en Europe, on en utilise aussi en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, en Asie et en Amérique du Nord. Et on se retrouve donc avec l'ensemble de nos ressources éclatées finalement sur toutes ces régions. Ce qui offre un avantage pour le client, comme on le disait, puisque c'est plus proche des clients et donc en termes de latence, ça va plus vite. Mais ce qui offre un inconvénient de gestion qui est comment je gère en fait tous ces assets lorsqu'ils sont déployés dans toutes ces régions. Et bien qu'aujourd'hui AWS propose plusieurs services permettant de le faire, souvent ça se transforme en des projets d'implémentation qui peuvent prendre 1 mois, 2 mois, pour les mettre correctement en place, avoir la bonne remontée d'informations, etc. Et c'est dans ce cadre que moi j'ai découvert EC2 Global View. Alors EC2 Global View, c'est fantastique. Vraiment, je connaissais pas, et c'est marrant parce que j'ai passé 4 ans chez AWS sans connaître ce service. Mais ça m'a permis en fait ça me permet de requêter en fait ce service pour obtenir la liste complète de toutes les instances qui sont déployées dans notre organisation et sur notre compte en multi-région, et l'ensemble des volumes aussi. Donc ça fonctionne aussi pour les volumes EBS, ce qui est quand même très intéressant. Et en fait, ce que j'aimerais bien, ma wishlist, ce serait d'avoir un global view, mais pour tous les services, quoi, parce que pour éviter, parce que là c'est juste en quelques clics qu'on est capable d'obtenir cet inventaire-là. Et donc l'avoir sur les autres services sur lesquels on déploie sur des assets, ce serait quelque chose d'absolument génial, je pense. Et qui aiderait beaucoup. Pendant que tu parlais, j'ai ouvert ma console AWS et je suis sur. Vous allez dans la console EC2, enfin dans la partie EC2 de la console AWS, et vous avez le menu, vous savez, sur la gauche, les instances, les images, les VPN, etc. C'est pas les VPN, les VPC, les security groups, et tout en haut, il y a EC2 Global View. On clique là-dessus et là on voit combien de régions sont activées. C'est 17 sur mon compte, sur les 20, je sais plus combien, 28 qu'il y a aujourd'hui. Combien d'instances EC2 j'ai qui tournent. D'ailleurs je me rends compte que j'ai 11 instances EC2, ça me semble beaucoup pour mon compte perso. Je dois aller regarder ça. Combien j'ai de VPC, combien de security group, combien de volume, et puis il y a un drop-down par région. Je peux voir instance VPC, subnet, security group, volume par région, voir aussi des régions qui sont pas opt-in, puisque les nouvelles régions sont plus opt-in par défaut. Maintenant, je vois que j'ai pas Milan, j'ai pas Bahreïn, j'ai pas Jakarta, j'ai pas Hong Kong. C'est pas plus mal comme ça. Effectivement, donc moi si ça peut te rassurer, moi j'ai découvert ça il y a 2-3 semaines. Okay. Je connaissais pas non plus, je sais plus pourquoi j'ai cliqué là-dessus à un moment, je me suis dit mais c'est génial ça. Et tu peux. Mais c'est juste pour EC2 et les ressources associées à EC2, donc les security groups, les EBS, ça serait bien d'avoir ça globalement pour tous les services. Alors je sais qu'il y en a chez AWS qui répondent mais ça existe déjà, c'est la facture. Oui, tout à fait. Alors après effectivement il peut y avoir la facture, mais là ce qui est intéressant sur Global View, tu peux faire un extract donc en CSV et tu as vraiment les informations techniques de base qui te permettent d'avoir une vision rapide sur ce que tu as déployé. Donc tu vas retrouver dedans les tags, tu vas retrouver les instance ID, les noms des instances. Pour les volumes, tu vas retrouver tous les volumes ID, et c'est ce qu'on a utilisé justement pour planifier notre migration vers GP3. Donc ça nous a permis très simplement d'extraire la liste complète des volumes et ensuite d'aller requêter ces volumes pour voir s'ils sont en GP2 IO1 et les basculer ensuite en GP3. Ouais, à partir de ces listes, on peut automatiser, on peut utiliser ces listes pour faire de l'inventaire et écrire des scripts qui vont faire des describe instance ou describe volume ou des choses comme ça pour avoir plus de visibilité. Wishlist, donc pouvoir voir ça pour l'ensemble des services, en tout cas beaucoup plus de services, et pas juste que pour les services de fondation
EC2 et tout ce qui tourne autour. Conversation super intéressante sur la transformation d'une activité drivée par une migration cloud, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment la transformation globale de la culture, des process, de la manière forcément de faire du procurement de l'IT, mais également de revendre et de facturer ses services à ses clients. Conversation intéressante. Merci Julien d'avoir passé ton temps avec nous dans le podcast AWS en français. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout, et puis rendez-vous la semaine prochaine, vendredi prochain, pour un prochain épisode, et d'ici là, quoi que vous codiez, codez-le bien.